Culture Soccer. Bonsoir à tous, on est de retour, ACS à l'érable, comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël, ici présent, toujours fidèle au poste, et je suis rejoint par un autre, mon deuxième collaborateur, lui aussi toujours fidèle au poste, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Adi, ça va bien, merci, et toi? Ouais, ça va. Bah écoute, beaucoup de choses encore une fois en CAN PL. Quelques petites signatures. On va en parler un peu plus tard des signatures et des transferts des nouveaux joueurs qui ont commencé à rejoindre les équipes de CAN PL. Vous avez parlé dans les derniers épisodes de joueurs qui s'en allaient et on ne savait pas où ils allaient. Là, on est en train de commencer à voir un peu de mouvement positif. Donc, de nouveaux joueurs qui se joignent avec des équipes de la CAN PL. On en parlera un peu plus tard. Mais commençons en premier par cette soirée-là qui se tenait, si je me trompe pas, c'était le mardi, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, c'était mardi Oui, c'était soir. bien. Ouais. Exactement, c'était bien mardi. C'était mardi soir, c'était cette cérémonie pour donner les trophées de la CAN PL. Il y avait 4 trophées à donner, donc le meilleur gardien, l'entraîneur de l'année, le joueur de l'année et le joueur de moins de 21 ans de l'année. Le Canadien, pardon, le joueur de moins de 21 ans canadien de l'année. Il y avait aussi un autre prix, mais il n'y avait pas de vote, là, c'est le soulier d'or. Oui, et il y avait le soulier d'or, mais soulier d'or, on savait déjà cette équipe, vu que Tristan Borges avait marqué le plus de buts en première ligue canadienne, puis finalement, bon, il a gagné bien évidemment le trophée, puis ça c'est intéressant. J'aimerais vous parler un peu de ce trophée-là, vu que tu as ouvert le sujet, mon cher Daniel. Donc le trophée d'or, en fait, il est le trophée en tant que tel, il est fait comme un chasseur en fait, et puis la raison du chasseur, c'est sûr que tous les trophées de la CAN PL, c'est un peu original, c'est qu'ils ont un peu des origines amérindiennes. Et pourquoi? Parce que bien évidemment, c'est les Premières Nations ici au Canada, et on voulait les respecter. Il y a des origines Inuit. Exactement, donc des origines inuites. Donc ça fait qu'ils font partie des Premières Nations. Donc bref, pourquoi c'était un chasseur? Et vous voyez, il a un peu, si vous allez voir à quoi il ressemble, il a un peu une sorte de javelot, ou moi je l'appelle javelot, je sais pas quel est le terme exact pour pouvoir pêcher. Puis ils disent que pourquoi ils ont voulu faire ça? Parce que comme un vrai chasseur, un vrai buteur, ben, il est courageux et il n'a pas peur quand il est en face du but, donc quand il est devant sa proie. Et un chasseur a besoin d'être versatile et s'adapter à toutes les conditions, qui est exactement d'habitude celui d'un vrai buteur. Donc c'est la raison pourquoi ça a été choisi. Puis comme on l'a dit, c'est Tristan Borges qui l'a gagné. Toi, Daniel, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est sûr, est-ce que selon toi, le meilleur buteur devrait être nommé par rapport au nombre de buts ou par rapport à une certaine moyenne de buts par minute jouée? Ben moi, quant à moi, ça devrait être le nombre de buts, mais on ne devrait pas inclure la finale. Parce que de toute façon, il aurait été premier sans la finale, là, mais je trouve que c'est un peu discriminatoire pour les équipes qui dans le système actuel, là. Parce que supposons Terran Campbell, il aurait pu avoir 2 buts de plus que lui, puis là, Borges marque 3 buts dans les 2 finales, puis il le dépasse. Je trouve que c'est pas nécessairement juste parce que c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de la saison, là. Oui, c'est vrai. Il faut dire, par contre, dans la finale, il aurait pu perdre sa place, Borges, parce que Balonga avait 11 buts. Donc, si jamais il avait marqué 3 buts sur les matchs aller-retour, il aurait pu devenir le meilleur buteur de cette année. Donc oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi par rapport au fait qu'effectivement, les buts de la finale ne devraient pas compter. Mais bon, je pense à la date, il compte, mais en tout cas, il compte à date, n'est-ce pas? Oui, cette année, ça comptait, oui. Puis on le su seulement, d'ailleurs, avant la finale, là. C'est ça, Mais on voit un peu qu'ils sont ils sont pas encore préparés à 100% à tout, la CAN PL, ce qui est normal aussi. Mais bon, en tout cas, donc, on verra si ça changera dans le futur. Oui. Je dois t'avouer que malgré que ça a été le meilleur buteur de la ligue,
C'était pas un vrai, c'est pas un pas, c'est pas, il y a pas le profil typique du buteur, là, contrairement à Malonga ou Campbell. Ben même Campbell n'était pas attaquant à la fin, initialement, mais Burgess a marqué beaucoup de buts, des très beaux buts d'ailleurs, mais c'est pas, il représente pas le profil typique du striker, du neuf ou, je sais pas si tu partages mon avis là-dessus, là. Oui, c'est pas un neuf, mais si jamais pour les gens veulent un peu comparer, ben c'est comme un milieu qui est capable de marquer souvent, donc un peu comme un Messi, mais bien évidemment toute proportion gardée. Messi n'est pas un neuf, c'est un gars qui va courir avec le ballon et qui est capable de placer son tir pour qu'il rentre dans le but. Puis c'est dans le même style, Borges, bien évidemment toute proportion gardée. Donc oui. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut pas dire qu'il peut pas être meilleur buteur. Messi l'a été des millions de fois. Pourtant, c'est pas le neuf. Le neuf à Barcelone, ben, c'est Luis Suarez. C'est dans la même chose. C'est dans la même optique que Tristan Borges a marqué autant de buts. 13 buts, 13 buts cette année. Exactement. C'est honorable. Il a marqué de très beaux buts, puis je suis content pour lui là, qu'il a pu avoir ce trophée. Exactement, c'est très mérité en plus. En plus, il est jeune, hein, Borges. On va en parler un peu plus tard de nouveau parce que on va le voir assez souvent. Le deuxième trophée, ben, c'est le trophée du meilleur gardien de but de l'année. Et ça a été donné à, bien évidemment, oui. Ben, on pourrait annoncer les nominés. Oui, il faut nommer les nominés. Ben, je te laisse le faire, vas-y. Ok, il y a eu Nathan Hingham de York 9. Oui. Il y a eu Marco Carducci de Cavalry. Et Oui. il y a eu Connor James de FC Edmonton. Je sais que les fans de Forge étaient très, très déçus que leur gardien n'était pas là parce qu'il a quand même fait deux jeux blancs en finale. Mais en tout cas, moi, je trouve que les trois gardiens l'ont quand même mérité. Là, je sais pas pour toi. Ouais, moi aussi, je trouve que les trois gardiens l'ont mérité, mais c'est vrai que plusieurs voulaient voir Tristan Henry là. Mais je pense que le fait. Pardon? Ah, vas-y, excuse-moi. Je pense que le fait que Henry, et comme on l'avait dit dans un de nos podcasts précédents, le fait que Henry a pas joué tous les matchs de Forge, peut-être que ça a joué en sa défaveur. Est-ce que tu penses, toi aussi, que c'est possible que ça a joué avec... Alors, c'est vrai qu'il a joué une grande majorité, mais on l'avait dit dans un des podcasts, comme quoi, effectivement, à Forge FC, c'est la seule équipe qui a fait jouer ses trois gardiens. Non, Forge FC n'avait pas trois gardiens. Il y a juste une équipe qui en avait trois, c'était York 9. Forge FC, c'est sûr qu'ils ont fait une certaine alternance, mais Connor James aussi. L'alternance, c'est que Connor James a gagné sa place. Non, Henry était titulaire au début. Mais les supporters de Forge FC, en fait, ils ont dit il aurait dû être nommé à la place de Nathan Ingham. Il a été très critiqué, Nathan Ingham, quand il a été nominé. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec cette nomination-là. Puis ils pensaient que Tristan Henry devait passer devant. Donc, c'est ce que j'ai lu. Ben, je pense que c'est de la rivalité, ça. Parce qu'honnêtement, moi, Ingham, je l'ai trouvé assez constant pendant la saison. C'est sûr qu'il y a eu quand même pas mal de buts qui sont rentrés, mais je trouve que il a fait sur quelques l'ensemble. bévues aussi. Il a fait quelques bévues. Ouais, il a fait, mais surtout, mais en Ligue, tu sais, il y a notamment le match contre l'Impact, le match aller contre l'Impact qui a été particulièrement mauvais. Ben, il a fait des fautes en fait, mais il a quand même fait des gros arrêts. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, je trouve qu'il a été bon. C'est sûr que on dirait après l'élimination contre l'Impact, on dirait qu'il y a une baisse. Alors Connor James, il a été constant, puis il y a eu beaucoup de jeux blancs. Je crois que Ingham, je crois que c'était lui qui avait dominé au niveau des statistiques d'arrêt. Si je me trompe pas, c'est peut-être pour ça qu'il avait eu. Le nombre d'arrêts, en fait, pas les statistiques, le nombre. Donc, par rapport au nombre de tirs reçus, c'était pas un pourcentage. Ce que je trouve qui était un peu plus logique, c'est plus de voir le pourcentage d'arrêts au lieu de voir le nombre d'arrêts. Et le fait qu'il a eu un nombre d'arrêts énorme, parce qu'effectivement, défensivement, York 9 a eu beaucoup de problèmes, à part Gasparotto. Ouais. Ils ont eu quand même beaucoup de problèmes. Je pense que ça a un peu joué dans la balance, parce qu'il a eu 89 arrêts, Nathan Ingham. Et le deuxième, c'est Connor James, qui a eu 68.
Ouais, Donc, bref. Mais c'est juste pour dire, pour revenir sur Tristan Henry, il a partagé quand même la cage avec Killian Roberts, qui a quand même joué plusieurs matchs. J'ai pas le nombre de matchs exacts. Donc il a partagé la cage avec Killian Roberts, ce qui fait que je pense que ça a joué dans la balance. Moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a pas été choisi. Mais je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses toi là, mais je suis sûr que ça a joué quelque part le fait qu'il ait pas joué autant ça de aurait de matchs. l'allure, mais donc, par rapport à Tristan Henry, ben, il a quand même joué 20 matchs, là. Mais c'est surtout par rapport à la finale que les fans de Forge estimaient qu'il méritait sa place, là. Après, Nathan Ingham, à cause du nombre d'arrêts, ça a été difficile de l'ignorer. Puis il a fait quand même des gros matchs au milieu de la saison, si je me rappelle bien. Là, il y avait eu une bonne série. Donc, puis il a quand même, il a pas partagé son but, là, Nathan Ingham. Il y avait 2 gardiens derrière lui de garder sa place. Donc, je pense que c'est peut-être qui était dedans. Connor James, ben, j'y ai fait des bons matchs. Puis il a quand même gagné sa place, un peu plus expérimenté. En fait, les deux avaient le même âge, mais Connor James, il venait du réseau universitaire, là, donc ça laissait à croire que Dylan Pauley allait avoir plus de chance, mais il a quand même joué pas mal, presque tous les matchs, Connor James. Là. Moi, je trouve qu'il était assez intéressant. Il a fait preuve de maturité pendant la saison. Là. D'ailleurs, Pauley a pas voulu prolonger pour le moment, mais à suivre. Parfait, ben on va aller voir de quoi il s'agit. On en saura un peu plus l'année prochaine, bien évidemment. Donc pour ce trophée-là, qui est le titre de meilleur gardien de l'année, ça a été donc disputé entre ces 3 joueurs-là. Il y a beaucoup de personnes qui penchaient pour Marco Carducci, et effectivement, c'est lui qui a gagné, le gardien de Cavalry FC. Le trophée en tant que tel aussi, qui est un trophée qui fait hommage, bien évidemment, comme tous les trophées aux Premières Nations. Puis ça représente un chien inuit, donc un chien inuit qui est le protecteur en fait et qui joue un rôle vital à protéger la communauté et qui a plusieurs traits de loyauté, de bravoure et une certaine force physique ainsi que de l'intelligence. Donc une belle manière de féliciter le meilleur gardien de l'année, Marco Carducci. Est-ce que tu as été donné? Je pense que tous les deux, on l'avait choisi. Si vous allez voir sur Culture Soccer, on avait fait nos propres nominations et nos propres trophées. Puis nous, je pense que tous les deux, on avait choisi Marco Carducci, n'est-ce pas, Daniel? Oui, effectivement, là, c'était pour l'ensemble de l'œuvre, je pense qu'il a été pas mal. Il s'est démarqué avec le nombre de clean sheets, malgré que des fois, sa défense n'a pas toujours été... oui, il y avait des bons défenseurs, mais c'était pas toujours fameux. Là. Donc, il a été quand même solide pendant toute la saison. Là. Ça a été le plus constant, quant à moi. Oui, et en plus, il a été même appelé en sélection nationale. On en a parlé comme 3e gardien. On en a parlé longtemps. Il est jeune, si je me trompe pas, il a 22 ans. C'est vraiment 22 ou 23 ans en tout cas. C'est vraiment l'avenir, 23 ans maintenant. Et c'est l'avenir du Canada à ce poste-là. Après, il faut dire que Crépeau n'est pas très vieux non plus. Donc peut-être que ce sera pas lui le titulaire, mais en tout cas, il sera très proche du titulaire pour Canada après la retraite de Borjan à ce moment-là. Mais bon, bref, une excellente saison pour Marco Carducci. Je sais que même durant la Voyageurs Cup, il a été très très bon aussi durant le championnat canadien, en Première Ligue canadienne, en CanPL aussi, il a été très très bon. Bref, amplement mérité, je trouve. Le prochain trophée, c'était pour le trophée de meilleur joueur de l'année. Je pense qu'il y avait les nominés, en fait, c'était Tristan Borges de Forge FC, Dominique Malonga, le Congolais de Cavalry FC, et Kyle Becker, le Canadien de Forge FC. D'accord? Je pense qu'il y a personne qui s'attendait à ce que ce soit quelqu'un d'autre que Tristan Borges qui le gagne, parce que Tristan Borges a été vraiment extraordinaire, pas seulement en tant que meilleur buteur, mais en tant que un des meilleurs joueurs techniquement sur le terrain. Il a été très bon même en CONCACAF League avec Forge FC. Il a été très bon lors de la finale à match aller-retour. Je pense que c'était une surprise pour personne de le voir remporter ce trophée. N'est-ce pas, mon cher Daniel? Est-ce que toi, tu étais un des rares à ne pas à penser que Borges n'allait pas gagner ce trophée-là?
Non, honnêtement, il me semble que moi je l'avais mis aussi dans notre award et c'est pas surprenant qu'il l'a eu là. Honnêtement, il s'est bien démarqué pendant cette saison, puis il a offert du beau jeu pour tout le monde, là. Comme on l'avait dit tout à l'heure, tu sais, c'est pas un vrai buteur, donc c'est pas un vrai striker comme traditionnel. Donc ça fait en sorte qu'il ait pu étaler sa technique et sa vision du jeu. Euh, c'était assez clair là. Je pense on saura peut-être dans 10 ans si c'était un bon choix de venir jouer en KNPL, mais pour lui le pari est réussi là, d'être revenu d'Europe pour jouer dans son pays là. Bah oui, c'est sûr qu'il est il est revenu d'Europe. Il a joué quand même avant dans une ligue semi-pro pendant quelques temps parce qu'il était au courant que Forge FC allait être fondé. Donc bref, à date, oui, c'est un très bon choix qu'il a fait. Après, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine puisqu'il y a beaucoup de rumeurs. On en a parlé lors du dernier podcast. Beaucoup de rumeurs de Borges en MLS, à l'Impact de Montréal aussi possible. Donc on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Ben, ils gagnent le trophée qu'ils ont appelé, excusez-moi si j'arrive pas à le prononcer comme il faut, mais Nikki Swiatek. Nikki Swiatek, c'est quoi? C'est une certaine marque qui, on dirait en fait un point avec deux doigts vers le haut. Et en fait, ils disent que ça pointe vers l'étoile du Nord. L'étoile du Nord qui est l'étoile qui est utilisée par les navigateurs pour se retrouver et aller en mer, en fait. Donc, quelque chose d'assez symbolique parce que le joueur qui reçoit ça, il peut les envoyer vraiment dans la bonne direction. Et c'est cette symbolique-là qu'ils ont choisi en choisissant le Nikki Swiatek. J'ai bien aimé, moi, on en avait parlé un peu des trophées, toi et moi, Daniel, et je trouvais ça très original, même si, à première vue, si tu vois le trophée, tu te dis, ah, ça ressemble un peu à rien, mais après, au fur et à mesure que tu commences à regarder les détails, et ainsi de suite, tu trouves que ça fait du sens, la symbolique fait du sens, je sais pas, j'aime bien ça, j'aime bien ces trophées-là. T'en penses Mais quoi? Est-ce que après coup, tu as changé d'avis ou? mon avis, je vous avais dit que mon avis risquait d'évoluer. Mon avis a quand même évolué, honnêtement. Mais celui de joueur de l'année, je l'apprécie pas trop parce que je trouve que les autres, tu sais, il y a une symbolique avec l'animal et tout, qui fit quand même bien, là. Mais celui-là, j'arrive pas. Peut-être qu'il est dans, mais je comprends l'idée, là. C'est l'art autochtone, c'est quelque chose qui nous représente au Canada, puis c'est bien d'honorer notre héritage à travers ça. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine symbolique qui est compréhensible. Les gens faisaient des blagues par rapport à ça. Quand Borges va avoir de la visite chez lui dans 20 ans, ou quand ses enfants vont trouver ça dans le grenier, puis ils vont lui demander c'est quoi. C'est vrai que ça peut être bizarre. Ben, peut-être que dans 20 ans, ce sera un trophée extrêmement important aussi. Donc, faut peut-être voir que peut-être que effectivement, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est sûr que si ça devient un trophée lambda, et c'est sûr que ce sera assez drôle si ça arrive dans 20 ans et bien évidemment, il sera au fin fond d'un grenier quelque part là. Mais je me dis, si le trophée tend à évoluer, ben, ce trophée-là, ça va être un trophée quand même qui va valoir beaucoup d'argent. Si, disons, dans 30 ans, disons, dans 30 ans, il décide de changer de trophée, ben, ce trophée-là, ce sera des seuls à avoir existé, donc il vaudra beaucoup d'argent pour les collectionneurs. En tout cas, bref, ça va être intéressant de voir quelle sera la durée de vie de ces trophées-là. Moi, je pense que ils sont là pour rester, mais on verra bien. On verra bien. La prochaine catégorie, bah, c'est le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur. En fait, ça doit être un Canadien de moins de 21 ans. Les joueurs nominés, bah, c'était simple. C'était encore une fois, bah, je vais te laisser les nommer, Daniel, parce que c'est sûr, je nomme tout là, mais je vais te laisser nommer cela. Bien, Tristan Borges, évidemment, encore nominé. Et il y a aussi eu Terran Campbell de Pacific FC, Ouais. et Dean Abzi de York Nine. Dans l'ensemble, je trouve que ça se tient là. C'est sûr que les trois ont eu une bonne saison.
Juste dommage qu'on n'ait pas pensé que le joueur U21, comme ils n'ont pas pensé que le joueur de l'année aurait pu être un U21 là. Ça c'est quelque chose que beaucoup de monde ont critiqué un peu, que ça a quoi de faire deux catégories distinctes. Ils n'ont pas pensé que le joueur de l'année aurait pu être un U21 puis que ça aurait pu le rendre inéligible pour la prochaine catégorie là. Ouais, mais très sincèrement, qu'il soit inéligible ou non, parce que, bon, pour le dire, c'est Tristan Burgess aussi qui a gagné ce trophée-là. Donc, 3 trophées sur les 5 disponibles pour Tristan Burgess, plus le titre de CanPL. Donc, bref, une année extrêmement réussie. Mais pour revenir là-dessus, pour l'avoir vu dans plusieurs ligues où effectivement on voit des joueurs qui sont nominés dans plus d'un trophée, puis c'est très rare que il y ait le même joueur qui est choisi dans 2 trophées. D'habitude, c'est pas une règle écrite, mais c'est un peu une règle non écrite. Et pour moi, je pense ceux qui ont voté pour ces trophées-là, ils auraient dû remarquer que Tristan Burgess ne devait pas être éligible après avoir gagné autant. Je trouve que c'est un manque de discernement de la part de ceux qui ont ceux qui ont offert ce trophée-là. Un manque de discernement parce que les 2 autres joueurs étaient très très bons. Moi, je l'aurais donné à Terran Campbell juste parce que dans une équipe qui quand même a eu beaucoup de mal, il a quand même vraiment fait beaucoup de bien à son équipe, à Pacific FC, avec 11 buts, donc 2e meilleur buteur, à égalité avec le Dominique Malonga. Moi, je l'aurais donné à Terran Campbell. Je suis pas très convaincu que c'était la meilleure des choses de donner à Burgess. Toi, tu es d'accord avec moi ou tu es d'accord avec le choix fait? Ben, c'est que si un joueur est le meilleur joueur de la ligue, il est aussi le meilleur joueur, et qu'il a moins 21 ans, il est par défaut le meilleur joueur du 21. Après ça, peut-être il aurait fallu adapter les critères comme tu le proposes, là, que peut-être faire des critères différents pour le Player of the Year, que le Best Under 21, excusez-moi, là, c'est ça les noms en anglais. Mais donc pour le joueur de l'année, faire des critères qui feraient en sorte que ça soit pas exactement comme supposons le joueur qui s'est le plus démarqué dans la ligue, le joueur qui s'est le plus démarqué en bas de 21 ans, ben logiquement, s'il est en bas de 21 ans, ben c'est la même personne. Je pense que ça aurait été bien peut-être les années à venir de fixer un peu une nuance pour qu'on le joueur en bas de 21 ans, ça soit plus axé sur comme une découverte là. Mais là, c'est la première année de la ligue, donc tout le monde est une découverte. Ouais, effectivement, t'as complètement raison, mais en tout cas, bref, je pense que qu'il y ait une règle ou non, il faut y avoir un peu de discernement. Il faut que que les les personnes qui votent soient au courant que bon, écoute, on a déjà voté pour lui pour le meilleur joueur de l'année. Ben même s'il avait moins de 20 ans, même si effectivement, vu qu'il est meilleur joueur de l'année, il devrait être bien évidemment le meilleur joueur de moins de 21 ans. On fait de la place à quelqu'un d'autre parce que il y a quelqu'un d'autre qui a autant performé et dans cette catégorie-là, vu qu'il n'a pas eu le titre de meilleur joueur, il devrait avoir un autre titre juste pour récompenser quelqu'un d'autre en fait. Mais bon, bref, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'à un moment donné, si jamais ceux qui votent ne sont pas capables de montrer un peu de discernement, bah à ce moment-là, il faudrait faire une règle écrite, puis on arrête ça là. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Daniel. Et ce joueur-là, donc Tristan Burgess, encore une fois, ben, il reçoit bien évidemment un ours polaire. C'est le trophée est en forme d'un ours polaire qui est joyeux et qui est adoré de tous et il y a une petite boule de neige sur la statue pour dire qu'il aime s'amuser, il aime jouer. Et c'est un petit donc c'est un petit ours polaire. Puis il grandit et il monte une certaine promesse pour devenir à ce moment-là un des plus respectés du Canada. Déjà du nord du Canada, c'est les ours polaires, c'est un animal extrêmement respecté. Donc aussi une certaine fait avec bien évidemment de l'art comme tous les trophées des Premières Nations. Je pense que c'est un des plus beaux trophées, je pense, selon moi, de tous les trophées offerts. Je sais pas si lequel est ton préféré, toi, Daniel, mais moi c'est celui-là. Moi, ça se jouera entre lui et le buteur, là. Ah, celui, le chasseur. Ouais, ça, je l'ai bien apprécié aussi. Honnêtement, si on comme si j'avais le choix j'arrive dans un magasin
et que j'ai le choix d'acheter un de ceux-là, j'ai un certificat cadeau pour en acheter, pour en avoir un, supposons, là, ben je choisirais probablement l'ours alors. Ouais, moi aussi. Moi c'est l'ours directement. Ben, l'ours que je trouve très, très beau aussi. Puis enfin, la dernière catégorie pour ces trophées, ben, bien évidemment, c'est l'entraîneur de l'année. Et l'entraîneur de l'année, ben, écoutez, il y a 3 entraîneurs aussi. On a eu Tommy Wilden Jr. De Cavalry FC, Bobby Smirniotis de Forge FC, Jimmy Brennan de York 9. Je pense que Jimmy Brennan a été choisi juste pour faire le nombre. On savait très bien que ça allait se jouer entre Tommy Wilden Jr. et Bobby Smirniotis. Juste pour dire à nos éditeurs, ben, si jamais vous suivez pas ces Salérables depuis longtemps et que c'est votre première fois, ben, Tommy Wilden Jr. a été excellent parce qu'il a réussi à ramener une équipe qui était en PDSL, donc en PDL, pardon, donc 4e division américaine. Et cette équipe-là, il a réussi à la faire monter en Cavalry FC parce que beaucoup de ces joueurs-là étaient avec Cavalry FC. Il a ajouté quelques éléments. Il a réussi à faire un collectif qui a gagné non seulement le championnat d'automne, mais aussi non seulement le championnat de printemps, mais aussi le championnat d'automne. Tandis que Bobby Smirniotis, ben, il a réussi plusieurs choses. En premier, il a réussi à finir 2e dans les 2 championnats. A souvent soit battre Cavalry FC durant la saison régulière, soit être des matchs très serrés, mais en plus a bien figuré en CONCACAF League pour la première de l'histoire de la première ligue canadienne. Et aussi, il a réussi à gagner la finale. Donc, il a gagné le trophée qui est important. Donc, c'est Forge FC grâce à Bobby Smirniotis qui est le premier champion de l'histoire de la première ligue canadienne. Un choix quand même assez cornélien, hein, n'est-ce pas, Daniel? Est-ce que c'était difficile de choisir entre ces deux-là parce que les deux ont des points positifs, les deux ont des points négatifs. Donc, tu penses quoi? Quel aurait été ton choix, toi? Eh bien, je suis d'accord avec toi, c'est un peu difficile parce que j'ai hésité beaucoup quand il fallait faire le choix, mais j'aimais plus l'approche de Tommy Wilden Jr. Ça enlève rien au travail de Bobby Smirniotis, là, mais c'est que Tommy Wilden Jr. il arrivait avec un groupe, comme tu as dit, qui est pas nécessairement une expérience du monde pro, là, c'était plus du semi-pro et il devait leur apprendre à avoir un certain rythme de vie. Il l'avait d'ailleurs dit au panel quand il est venu à Montréal qu'il a essayé de leur inculquer un certain mode de vie professionnel dans la vie de tous les jours, dans l'alimentation. Et même pendant la saison, il a eu le courage d'en faire signer d'autres. Donc, on voyait qu'il y avait encore un lien avec le Calgary Foothills. Et ensuite, pour Bobby Smirniotis, ben, il a été bon, mais il y avait, je sais pas, on dirait qu'il y avait aussi la chance d'avoir des joueurs qui ont vraiment apporté et qui se sont vraiment démarqués, là. Ouais, on sent qu'en fait, ben, tu l'as très bien dit dans tes propres mots. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que je sens que Tommy Wilden Jr. a créé un collectif, tandis que Forge FC s'est beaucoup contenté de ses individualités. Il a bien su les faire ressortir, Bobby Smirniotis. C'est juste 2 styles de coaching complètement différents. Tu as une équipe où il y a des joueurs bien au-dessus de la moyenne, comme Borges, comme même Kyle Becker, comme des joueurs comme ça. Tandis que de l'autre côté, tu as vraiment personne qui vraiment sort du lot. On parle de Dominique Malonga comme étant un très bon attaquant, oui, mais il sortait pas vraiment du lot. Il y avait Nico Pascotti, il y avait de bons joueurs du côté de Calgary, mais c'était vraiment, pour moi, un collectif très bien huilé du côté de Tommy Wilden Jr. Donc moi, pour moi aussi, je suis d'accord. D'un autre côté, tu as aussi dit quelque chose, et je pense que c'est intéressant, c'est que point de vue de la communication, et c'est ce qui est très important, parce que le coach, oui, bien évidemment, doit pouvoir communiquer avec ses joueurs, avec ses boss, mais aussi il doit pouvoir communiquer avec les médias, communiquer avec les fans. Et puis, on a vu la grande habilité de Tommy Wilden Jr. à communiquer avec ses fans, communiquer avec le monde, être actif sur les médias sociaux, tandis que Bobby Smirniotis, c'est quelqu'un de plus discret de ce point de vue-là. Je sens pas qu'il est adoré, adulé par ses fans comme par les supporters du club comme Tommy Wilden Jr. On sent que les fans de Cavalry FC sont vraiment derrière Tommy Wilden Jr. Donc moi, mon choix aussi, c'est porté sur Tommy Wilden Jr. Et aussi, sportivement,
il a quand même remporté les 2 saisons régulières, qui est pour moi beaucoup plus difficile que remporter un match aller-retour. Ça, c'est mon avis personnel. Après, c'est ça. Et effectivement, je pense que ceux qui ont voté étaient d'accord avec nos choix, mon cher Daniel, parce que les deux ont choisi, tout le monde a choisi Tommy Wilden Jr. comme le coach de l'année. Très 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 mérité et j'ai beaucoup aimé voir Tommy Wilden Jr. Lors des conférences de presse. J'ai trouvé qu'il était très très intéressant à écouter. Je sais pas si tu es d'accord avec moi avec ce point-là aussi, que la présence dans les médias est quand même assez importante pour un entraîneur à ce niveau-là. Ben, je trouve que ça devrait pas être un critère, là. Ça, c'est plus l'appréciation des fans. Après ça, quand on nomme l'entraîneur de l'année, ça présente, je veux dire, il pourrait être inexistant au niveau médiatique et ça n'enlèverait pas ses qualités. Mais je pense il y avait un petit peu de ça qui donnait un peu un aura à Tommy Wilden Jr. aussi, là. Ouais, mais quand tu y penses, je suis d'accord avec toi que ça devrait pas. C'est pas le critère sur lequel tout va changer. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 2 très bons coachs, à ce moment-là, tu n'arrives pas à les départager sur le côté sportif parce que tous les deux ont fait des choses très très bien. Tu n'arrives pas à les départager côté tactique. À ce moment-là, tu vas commencer à chercher d'autres choses qui départagent ces 2 coachs-là. Et pour moi, à ce moment-là, c'est là que vient le rôle de communicateur avec les médias, communicateur avec les fans, et c'est là où ça vient. Et parce que cet entraîneur-là, ça va être un entraîneur à suivre par les autres entraîneurs de la ligue. Et tu veux pouvoir donner le bon vibe et la bonne impression aussi aux autres entraîneurs. Donc, moi, je pense qu'arriver à un certain moment, il faut trouver d'autres critères qui départagent un coach d'un autre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue sur la situation. Je comprends ton point, mais dans l'ensemble, honnêtement, que ce soit pour ça ou pas, je pense qu'il a mérité. Comme tu l'as dit, il y avait le fait qu'il a pu vraiment construire un gros collectif. Malgré qu'il y en a beaucoup qui se connaissaient, là, et qu'il a pu, dans les moments difficiles, il y avait tout le temps quelqu'un pour débloquer la situation. Ça, j'ai constaté ça. Puis c'était chaque fois des joueurs différents. Et aussi, Bobby Smyrniotis, des fois, j'avais des interrogations sur sa gestion de l'effectif, là, notamment David Choinière. Parce que David Choinière, on s'entend, il a débloqué la situation plus d'une fois là, dans des matchs importants, sans nécessairement avoir gagné cette place des titulaires. Je sais pas si j'imagine que ça va évoluer au cours de la prochaine saison, mais aussi, Smyrniotis il avait subi le départ de Henry Welshman, qui est un joueur très important. Il a pu le continuer sur sa bonne lancée malgré ça, là. Ouais, effectivement. Et j'ai beaucoup aimé la symbolique, pas le trophée en tant que tel pour le coach de l'année, mais j'ai beaucoup aimé la symbolique en fait, parce que le trophée a l'air un peu aussi un peu bizarre parce que c'est une sorte d'hibou. Par contre, ce qu'ils ont dit et la symbolique de ça, c'est que l'hibou montre un sens de la sagesse très élevé, c'est un sorte de guide et qui montre un certain savoir qui est emmagasiné en fait par l'hibou depuis des années. En tout cas, ça c'est la symbolique que les Inuits donnaient. En plus, ils disent aussi, bien évidemment, on sait que l'hibou est capable de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Donc, l'hibou est capable de voir la nuit. Donc, il y a aussi ce côté-là où un coach, bien évidemment, il doit voir des choses tactiques pour pouvoir ajuster son équipe. Donc, j'ai beaucoup aimé la symbolique faite avec l'hibou et l'entraîneur. C'est très bien recherché. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Après le trophée, un peu moins. Voilà pour les trophées de l'année. On a parlé de tout ça. Et je pense que, en gros, c'est quand même une cérémonie de trophée réussie, point de vue. J'ai pas vu la cérémonie, j'étais malheureusement au travail. Mais ce que j'ai aimé par contre, j'ai aimé les nominations, j'ai aimé en gros, bien évidemment, il y a quelques petits trucs qui dérangent, mais en gros, j'ai aimé les nominations, j'ai aimé ceux qui ont gagné, les vainqueurs des trophées aussi. Donc quand même réussi pour la première année. Est-ce que tu es du même avis?
Ouais, ben, je trouve qu'au final, ça a de l'allure. C'est intéressant de voir ça. Puis si ça va se reproduire. Peut-être qu'il y aura d'autres trophées qui vont se rajouter les années précédentes. Peut-être qu'ils vont enlever le joueur U21 puis qu'ils vont le mettre descendre à plus bas que ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je trouve que là, Borges a toute l'attention médiatique qui est nécessaire pour qu'on parle de lui, là. D'ailleurs, il a fait une entrevue sur TSN. Malheureusement, j'ai pas encore l'occasion de l'écouter, mais le site de la Ligue a fait un article là-dessus que tout le monde se questionne sur son avenir, hein. Quant à moi, j'espère. C'est sûr que pour la Ligue, c'est bien de le garder, mais il a comme tout gagné cette année, là. Qu'est-ce qu'il peut il est jeune, il a l'occasion de c'est l'occasion d'aller ailleurs, là, je pense que ce serait peut-être à prendre, mais ce serait un choix qu'il faut vraiment qu'il soit un choix qui doit être très bien réfléchi, là. Toi, est-ce que tu penses qu'on risque de le revoir l'année prochaine? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Comme tu l'as dit, il a tout gagné. Est-ce que est-ce qu'il va stagner le fait de rester là? Après, moi, je pense qu'il doit avoir certaines garanties. Il doit avoir certaines garanties dans son nouveau club aussi, si jamais il veut pouvoir performer. Donc, je sais pas quoi penser, mais ben les deux choix ont des gros risques en fait. Et les deux choix ont des bonnes choses, mais les deux choix sont risqués en fait. Qu'ils restent ou qu'ils s'en aillent. Effectivement, c'est que si comme tu dis, le problème c'est que s'il reste et que il est pas capable de reproduire les mêmes performances, ben l'intérêt de d'autres équipes va diminuer et lui-même peut-être qu'il va stagner un peu, puis il va pas nécessairement peut-être pas se forcer de la même manière. Même si supposons le niveau de la ligue augmente l'année 2. Et s'il part, faut pas qu'il soit coupé dans sa lancée, là. Je pense qu'il faut vraiment, comme tu as dit, qu'il ait certaines garanties dans le temps de jeu, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il veut retourner en Europe. Mais je me rappelle, il en avait parlé un peu de son expérience avec Erenven, puis je crois que ce serait peut-être s'il va en Europe, il faudrait qu'il choisisse un pays, un club surtout qui est en mesure de lui offrir du temps de jeu, mais en même temps lui donner le temps de s'acclimater. Très Donc, sérieusement, très sérieusement, j'espère que si jamais il va en Europe, il va pas se retrouver dans une troisième division, une quatrième division quelque part ou une deuxième division. Je pense qu'il faut il faut qu'il s'habitue non seulement à jouer à un haut niveau, parce que oui, peut-être qu'une deuxième division européenne, comme par exemple, je sais pas moi, une deuxième division européenne serait supérieure à la KNPL, oui, ou bien qu'à la MLS. Je sais pas, il y a beaucoup de rumeurs d'opinion par rapport à ça. Est-ce que la MLS est plus forte que la Ligue 2 ou la Bundesliga 2 ou ainsi de suite? Bref, c'est pas une question de juste niveau, c'est une question aussi de pression. Le fait de jouer ouais. dans une première division, tu as des grosses foules. Tu as besoin de cette pression-là en tant que joueur si jamais tu veux t'améliorer et si jamais tu veux atteindre de nouveaux sommets. Donc, si par exemple on veut voir Borges avec l'équipe nationale canadienne, l'équipe A, ben, si jamais il est en train de jouer à chaque semaine avec en troisième division suédoise ou en deuxième division hollandaise, moi, je sais pas trop combien je l'appellerais en première, mais aussi bon soit-il, je sais pas trop combien je l'appellerais en équipe nationale, parce qu'en équipe nationale, il y a de la pression, il y a tout un pays derrière toi, là. Donc, moi, j'espère qu'il fera le bon choix. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et j'espère qu'il va faire le bon choix. En tout cas, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue, et il faut pas qu'il stagne. Il faut qu'il, et ça va être très difficile. Le choix est vraiment très, très difficile pour Tristan Borges pour son prochain club. Bref, moi, à sa place, très sincèrement, et ça c'est mon opinion personnelle, je demanderais un certain temps de jeu minimum. Donc, disons, si jamais j'ai une offre d'MLS, par exemple, et qu'on me dit, je veux te signer en MLS, je dirais, OK, par contre, tu dois me promettre que je vais faire 20 apparitions. 20 apparitions, ça ne veut pas dire 20 titularisations. Mais s'il rentre en jeu pendant 20 matchs, même si c'est à chaque fois en tant que remplaçant, ben, il aurait fait un saut en avant, passé en MLS. Et en même temps, on sait que c'est des stades où on a un minimum de 12, 13, 14, 15 000. Donc, c'est quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on voit en KNPL, point de vue pression populaire. Mais en plus, il est chez lui, donc il n'est pas trop dépaysé pour qu'il soit un peu trop seul ou ainsi de suite. Tandis que
tu vas en KNPL, tu vas en Europe, puis c'est un peu l'inconnu. Tu sais pas où tu vas jouer, tu sais pas où tu mets les pieds, puis Ouais. je sais pas. Je suis pas Ben, trop il a convaincu par déjà, ça. ouais, ben, il a déjà été en Europe, là, donc Ouais, il a déjà vécu, puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est revenu. Mais ça sera vraiment, moi je pense que euh, peu importe où il va aller, s'il quitte la CanPL, ça serait pas une bonne idée qu'on le recrute pour être le pilier offensif. Ce serait beaucoup de pression il faut pas oublier qu'il est jeune, il a 21 ans. Il a été bon, mais tu sais, on voyait des fois qu'il manquait de maturité, comment la manière dont tu sais, des fois, je sais que les fans de Cavalry n'aiment pas d'ailleurs son côté simulation et tout. Donc, je pense qu'il a besoin d'être dans une équipe où il va faire partie de la rotation de l'effectif, sans être non plus comme ça. Si il est bon, ben il va gagner du temps de jeu. Et s'il est pas bon, ben au moins on va continuer à le faire rentrer jusqu'à ce que ça débloque là. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses là. Je pense que pour rester dans la ligue, ça serait quand même risqué parce que s'il ne reproduit pas les mêmes performances, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est assez difficile. C'est très dur pour un joueur de se maintenir. Il faut avoir un très bon mental parce que c'est pas juste une question des fois pour se maintenir, on a besoin de nouveaux défis. Puis là, il y aura plus vraiment de nouveaux défis l'année prochaine s'il reste dans la ligue. exactement. Bah, en tout cas, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde sur le fait qu'il doit presque quitter la ligue. On est tous les deux d'accord par rapport à ça. Par contre, il faudrait qu'il joue. Et je pense qu'on est d'accord par ça. Là, on n'est pas trop d'accord. C'est la destination. Moi, je le verrais bien en MLS. Toi, tu le vois plus en Europe. Donc, bref, deux opinions. Les deux se valent. Donnez-nous votre opinion par rapport à Tristan Burgess. Qu'est-ce que vous pensez? Où devrait-il aller? Est-ce qu'il devrait rester en CanPL? Je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui préfèrent le voir en CanPL, tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent le voir ailleurs. Beaucoup veulent le voir à l'Impact, par exemple, et moi, je ne serais pas contre du tout. Moi, Bref, j'aimerais bien, j'aimerais bien. mais par contre, il faudra qu'il joue. Si jamais il va venir et se retrouver et jouer 10 matchs en tant que remplaçant, des 10 matchs de 2 minutes, là, ça vaut pas la peine. Si jamais je dis remplaçant, 20 matchs en tant que remplaçant, c'est pas des 1 minute, là, c'est des 20 minutes, des 20-25 minutes. Ça, c'est complètement différent, hein. Je veux qu'il joue des minutes de qualité. Bref, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Je sais tout pour les trophées. On aimerait mentionner quelques petites choses. En premier, tu peux nous parler un peu des nouvelles signatures. Mais en premier, moi, je vais parler en premier de quelque chose de très important parce qu'on a vu que Dominic Zater a re-signé avec Cavalry FC pour l'année prochaine. Très sincèrement, je suis étonné de ce club-là. Cavalry FC, capable de garder des joueurs comme Dominic Zater, capable de garder des joueurs comme Marco Carducci dans l'alignement, Sergio Camargo, José Escalante. Tous ces joueurs-là seront de retour l'année prochaine. Waouh! Après une saison aussi réussie, il a réussi à garder la colonne vertébrale de son équipe, Tommy Wilden Jr. Est-ce que tu es étonné de voir Dominic Zater re-signer avec Cavalry? Non, honnêtement, pas vraiment. En passant, Escalante n'a pas été encore renouvelé. Ah non, Euh, pardon, c'est Trafford. Trafford qui a re-signé. Pardon, Vincent excuse-moi. Stafford, ouais. Ouais, c'est Trafford. Mais non, honnêtement, je suis pas tant surpris parce que je me dis, ils vont aller où, sinon? Actuellement, les joueurs défensifs, il y a eu deux qui ont été appelés avec l'équipe nationale, mais c'est plus difficile, ouais, c'est moins demandé sur le marché des fois, euh, c'est difficile d'arriver quelque part, et à la moindre erreur, on te met sur le banc. Donc, je pense comme on dit, il a voulu jouer safe. Puis ça se peut qu'il y a eu des augmentations de salaire. Là. Ça, malheureusement, la ligue est pas très transparente là-dessus, puis je peux comprendre. Là. Mais moi, je pense que c'est pas surprenant. Carlucci, oui, mais aussi encore là, le gardien, c'est un poste aussi où on veut pas nécessairement, si on joue quelque part, on va pas partir. Donc lui, maintenant, il a besoin de temps de jeu. Puis peut-être qu'ils se sont dit qu'ils voulaient avoir le titre l'année prochaine. Donc, donc tu sais, je suis moins surpris que des gars de Cavalry vont vouloir rester que par exemple Burgess, pour les raisons qu'on a déjà énumérées là. Donc, je suis très content pour eux d'avoir réussi à garder ces joueurs.
mais je suis pas tant surpris que ça, là. Ok. Non, moi, ça me surprend. Par exemple, Dominic Zaiter a quand même été un des meilleurs défenseurs de la ligue, avec Didic, avec Gasparato, bien évidemment, en tant que défenseur central. Et je m'attendais, avec le fait qu'il a aussi, lui aussi, été appelé en sélection nationale, je m'attendais à ce que, par exemple, une équipe comme peut-être Vancouver le récupère. Parce que il faut pas oublier que Vancouver vient juste de vendre Donnie Henry. Henry. Donc, ils ont besoin d'un défenseur central. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui reviennent aussi dans l'alignement, dont Kemiri qui était blessé toute l'année aux Whitecaps. Par contre, j'aurais pas été étonné de voir un joueur comme Dominic Zaiter signé en MLS avec les Whitecaps comme troisième ou quatrième défenseur central. Ça m'aurait pas étonné du tout. Mais bon, finalement, bravo Cavalry FC. D'un autre côté, on a eu aussi on avait parlé la fois dernière de la vague énorme de départ du côté de Halifax, des Wanderers. On avait parlé, par exemple, Langlois était parti, puis plusieurs joueurs de Halifax qui s'en allaient. Puis là, ils annoncent 2 nouveaux joueurs qui sont signés. Le premier, c'est Omar Krem et le deuxième, c'est Aboubakar Sissoko. Je vais vous dire très sincèrement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit le soccer universitaire. Par contre, j'ai été lors de la demi-finale de U Sports, comme on l'avait mentionné dans les épisodes précédents, entre les Carabins de Montréal et Cap-Breton. Et effectivement, les Carabins de Montréal, de l'Université de Montréal, ont battu Cap-Breton. Et Omar Krem, c'est un joueur qui m'a sauté aux yeux directement parce que je l'ai trouvé techniquement très, très, très bon. Puis, c'était la première question que j'ai posée. J'étais avec Éric Chenois et Mathias Van Heist. Et je leur ai dit, c'est qui lui? Puis, Éric Chenois m'a regardé, il m'a dit, c'est Omar Krem. Et moi, dans ma tête, j'ai beaucoup aimé son jeu. Et je suis très heureux de pouvoir le voir avec Halifax. C'est un joueur que j'ai vraiment envie de suivre. Pour ce qui est de Sissoko, j'ai beaucoup aimé aussi, mais il m'a moins sauté aux yeux que Omar Krem, mais c'est un joueur très rapide. Ça va faire beaucoup de bien pour Halifax, hein, ces 2 joueurs-là. Ben, je pense que oui. Ben, en passant, les départs ont toujours pas été confirmés par le club, là. C'est les joueurs qui ont annoncé. Ouais, ouais. Mais quand même, si on regarde, tu sais, il y avait déjà au milieu, il y avait Rampersad, Hakim Garcia et Scott Firth qui avaient confirmé. Donc là, on voit que avec ces 2 milieux-là, Omar Krem et Aboubakar Sissoko, Stephen Hart a voulu s'assurer qu'il y a un bon milieu. Peut-être qu'il n'arrive pas à trouver des bons attaquants. Mais c'est quand même, moi, je pense que Sissoko, c'est dommage que l'année passée, ça n'a pas fonctionné avec Forge FC quand il avait été au draft universitaire. Là, il est rentré maintenant par la grande porte, si on veut, et par un contrat pro. D'ailleurs, les 2 sont dans l'écurie Obélisque, la nouvelle agence de joueurs à Montréal. Oui. Donc, où il y a Nicolas Martineau, qu'on salue. ouais, d'ailleurs, je voulais lui dire aujourd'hui, je voulais lui demander si ce sera quand un de ses joueurs, l'un de leurs joueurs va signer en Canadian Premier League et comme tout de suite après, il y a eu il y a eu l'annonce. J'étais vraiment content de voir qu'ils ont signé à Halifax. Puis en même temps, pour les 2 joueurs, tu sais, c'est des jeunes joueurs qui ont besoin de se développer. Puis HFX Wanderers n'a pas eu une très bonne saison l'année passée, donc ils auront plus de chances d'avoir du temps de jeu s'il va bien avoir la grande lessive hivernale. Et en même temps, Stephen Hart, je pense que c'est un bon entraîneur pour apprendre là. Donc c'est un choix judicieux là parce que signer à Forge ou Cavalry, c'est plus difficile. On l'a vu avec David Choinière là. Donc là, il y aura peut-être plus de chances d'avoir beaucoup de temps de jeu là. Ouais, en tout cas, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer par rapport à ça. Moi, je suis curieux. Ben, j'espère qu'ils vont avoir du temps de jeu parce que j'ai vraiment envie de les voir à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ont le niveau de la première ligue canadienne. Ben, peut-être pas comme titulaire, bien évidemment, mais au moins pour rentrer comme joueur de rotation, faire des petites minutes à droite et à gauche. Parce que c'est les joueurs qui peuvent vraiment se développer. Surtout Omar Krem, qui est un numéro 10, comme on les aime, nous, à Montréal, même si on n'en a jamais eu. Bref, trêve de plaisanterie. Moi, je pense, j'ai rien ajouté de mon côté, mon cher Daniel. Est-ce que tu as d'autres sujets dont tu voulais parler, d'autres signatures qui peut-être m'ont échappé? Oui, il y a eu la vague de signatures au FC Edmonton avec Jano Essua, Alain Zebi, Edem Mortotti et Mele Oui, Donc, Mele Temgia, l'ancien de l'Académie de l'Impact, exactement. effectivement.
Donc, Ouais, c'est petit à petit commence. Et Connor James, pardon, bien oui, sûr, ben, le Connor plus James. important, c'est Connor James, j'allais te le dire. En fait, c'était ma question. On sait déjà que Easton Ongaro a signé aussi un très bon jeune joueur qui aurait pu être nominé lui aussi dans la catégorie des moins de 21 ans parce qu'il a fait une saison extraordinaire, Easton Ongaro. Donc c'est intéressant de voir Connor James et Easton Ongaro de nouveau à Edmonton l'année prochaine. Ça peut être intéressant, hein, Edmonton. Oui, ben là, on voit que, comment il s'appelle, Jeff Paulus travaille, hein, parce Ouais, qu'il est pas mal, il est pas mal très actif dans son, tu sais, il a quand même essayé de régler l'effectif le plus rapidement possible. Parce qu'il faut pas oublier quand, plus vite on règle, plus vite on peut se concentrer, plus vite on règle les joueurs qui sont déjà, qui étaient là, savoir qui va prolonger, qui va quitter. Plus vite on peut essayer de recruter des joueurs. Là, il va y avoir le mercato hivernal en Europe bientôt. Il va peut-être suivre les joueurs en fin de contrat un peu partout en Amérique du Nord. Donc, c'est à suivre. Là, il avait dit d'ailleurs, tu sais, on en avait parlé un peu la semaine passée, que Omar Diouf, c'était le départ le plus difficile pour lui, mais que s'il veut recruter des bons joueurs, faut qu'il laisse partir des bons joueurs. ouais, exactement, exactement. J'aimerais aussi mentionner, hein, c'est assez drôle, FC Edmonton, qui est aussi rentré un peu dans l'euphorie du Black Friday, du vendredi noir, parce qu'ils ont offert, en fait, à tous ceux qui avaient déjà, tous ceux qui voulaient acheter un billet de saison l'année prochaine pour 2020, un 20% de rabais si jamais vous appelez vendredi. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est assez unique, je trouve. Puis vraiment, celui qui le fait pas et qui veut être abonné de saison à Edmonton, s'il le fait pas, ben, il est en train un peu de jeter de l'argent par la fenêtre parce que ça vaut vraiment la peine ce 20% additionnel là. Bref, une Ouais, petite anecdote que je trouve assez intéressante point de vue marketing. c'était bien rigolo. Ben, j'aime bien un peu la présence des clubs dans les médias sociaux, là. Ouais, C'est vraiment agréable à suivre. Puis ça permet de garder l'intérêt pendant la saison morte, là. Ça, c'est le plus gros défi que la Ligue aura à long terme, là. C'est la longue période de gestation entre les deux saisons. Mais ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je sais pas quand la nouvelle saison reprend, on n'a pas la date exacte, mais si elle reprend comme cette année où c'était fin avril, si je me trompe pas, ouais, c'était le 27 ouf, avril, ouais. c'est long, hein. C'est 28 avril, donc on est en train de parler de 4 mois plus 2 mois, ça fait quoi? Ça fait presque un mois que c'est fini là, de la CanPL. Donc bref, on est presque à 6 mois d'arrêt là. Un peu moins, 5 mois et demi d'arrêt, c'est énorme, c'est énorme. Puis il faut vraiment garder les fans au chaud pendant tout ce temps-là, avec beaucoup de nouvelles, peut-être faire beaucoup d'événements peut-être avec la communauté, des choses intéressantes, peut-être des cabanes au sucre, cabanes à sucre, je sais pas, mais faire quelque chose pour permettre à ces fans-là de pas oublier leur club en fait, parce que ça va être, comme tu l'as dit, le plus grand défi des clubs. Mais je pense pour ça qu'on a les informations au compte-gouttes aussi, là, comme là, HFX Wanderers, les joueurs annoncent leur départ, ça sous-entend qu'ils quittent, et le club a choisi d'annoncer que les bonnes nouvelles, c'est-à-dire ceux qui vont rester. Mais tu Je- sais, d'un autre côté, je suis d'accord avec ça, parce que le club, pourquoi il va parler des départs? Il va parler des départs quand les autres joueurs ont rejoint un autre club. Mais tant qu'ils n'ont pas rejoint un autre club, ben, à il y a quoi des ça clubs sert qui de ont parler des décidé il y départs? a des clubs qui ont décidé d'annoncer les départs en premier, là, j'imagine chacun a son style. D'ailleurs, vite de même, j'ai quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Stephen Hart il y avait eu une séance avec les fans, si je me rappelle pas, Q&A là, avec lui et Derek Martin. Et on avait posé des questions par rapport justement à la transparence sur l'information. Et il a dit que par rapport au contrat, tu sais, la Ligue veut que ça reste confidentiel, mais par rapport aux blessures, il a dit que le problème, c'est que la Ligue ne sort pas nécessairement si tu te rappelles, des fois, ça arrivait qu'on savait pas si un joueur était blessé ou pas. Parce que la Ligue sortait pas des statements, si on veut, des relevés d'informations avec tel joueur est blessé, tel joueur est blessé. Alors, il disait que des fois les journalistes qui posaient pas assez de questions là-dessus, comme Ouais. que les journalistes avaient dû demander ah ben pourquoi tel joueur a pas joué tel match, puis là ils auraient fourni l'information. En tout cas, je suis un peu surpris par ça parce que je veux dire, dans d'autres ligues, en Europe, chaque semaine quand on a la liste des joueurs convoqués, on sait que tel joueur n'est pas convoqué parce qu'il est blessé ou parce que
c'est un choix de l'entraîneur. J'imagine que ça va évoluer. La communication, c'est en constante évolution, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est une jeune ligue aussi, hein. Il faut donner le temps au temps, là. Il faut vraiment donner le temps au temps. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, cette fois-ci, assez admirable. Ben, je te laisse le mot de la fin, puis à tout le monde, ben, déjà, je vais te laisser le mot de la fin, mais merci beaucoup d'être là, de nouveau, Daniel. Très bel épisode, comme d'habitude. Bien, je te remercie à toi, Reddy, aussi. Et, je remercie nos fans. Et je fais un petit salut à Obélisque aujourd'hui qui avait sa soirée de lancement. Je leur souhaite bonne chance. Puis ça commence en grande pompe avec la signature de 2 joueurs. Et je rappelle à nos auditeurs qui peuvent écouter, il y a eu un bilan qui est sorti sur le site de Culture Soccer, un bilan de la Canadian Premier League. Un article, j'espère que vous allez trouver intéressant. Et je vous invite à continuer à partager nos podcasts et nos articles. Là. Malgré que c'est la saison morte, vous voyez, on continue, il y a de l'information. Il y a bien des choses à dire sur la Ligue et sur le soccer canadien. Exactement, et bien évidemment, on continuera à vous donner des nouvelles. Un bilan écrit par mon ami Daniel Cameron, très bon, que je vous conseille aussi. Ben, merci à tous, encore une fois, de nous faire confiance et de nous écouter. Et bien évidemment, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL.